43, 44, 45. Mes genoux s'enfonçaient dans le marbre glacé du vestibule. Chaque perle que mes doigts ramassaient pesait comme une pierre de honte. Le collier de la comtesse avait glissé de mes mains tremblantes, et maintenant je rampais devant elle, devant les domestiques alignés le long des murs, devant le monde entier. « Plus fort !» ordonna la comtesse Hildegard von Stoltz. « Je veux entendre chaque chiffre. »« 46, murmurai-je. « Plus fort, ai-je dit. 46. Ma voix résonna sous les voûtes. Le lustre au-dessus de ma tête projetait des ombres moqueuses sur le sol. Je sentais le regard des servantes, leur pitié mêlée de soulagement. Aujourd'hui, c'était moi. Demain, ce serait peut-être l'une d'elles. 47. La comtesse se tenait au-dessus de moi, sa robe de soie prune bruissant à chaque respiration. Elle savourait l'instant comme on savoure un bonbon au miel, lentement, avec délectation. « Il en manque 3, déclara-t-elle. « Vous les paierez sur vos gages. 6 mois devraient suffire. » Je serrai les perles dans ma paume. Le froid de la nacre me brûlait la peau. 5 ans. 5 ans que je jouais ce rôle. Clara Weiss, dame de compagnie. Personne. Invisible. 5 ans à courber l'échine pour survivre. Ma tante, quelle charmante façon d'accueillir son neveu. La voix trancha l'air comme une lame. Je levai les yeux. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte. Une silhouette sombre découpée par la lumière de février. Manteau de voyage couvert de neige. Cheveux noirs plaqués par l'humidité. Et des yeux de loup gris qui balayèrent la scène avec une indifférence calculée. Maximilian von Stoltz, le neveu prodigue, celui dont on murmurait le nom avec un mélange de fascination et de crainte. La comtesse se figea. Une imperceptible crispation de sa mâchoire trahit sa surprise. « Maximilian, tu n'étais pas attendu avant jeudi. »« Les routes étaient meilleures que prévues, » répondit-il en entrant. « Je vois que les traditions familiales perdurent. L'humiliation des domestiques avant le dîner, c'est bien cela? Cette fille a cassé mon collier, et elle ramasse les morceaux, à genoux, devant témoins. Justice est faite, manifestement. » Il passa devant moi sans me regarder. Mais je sentis quelque chose. Un frôlement d'air, une tension. Comme si, l'espace d'une seconde, il avait ralenti le pas. « Relevez-vous, me dit-il sans se retourner. Le spectacle est terminé. » La comtesse pinça les lèvres, mais elle ne protesta pas. Quelque chose dans la posture de son neveu interdisait toute objection. Je me relevai, les jambes tremblantes, les perles toujours serrées dans ma main. Le soir tombait sur le manoir Stoltz. Les chandelles du salon de musique projetaient des ombres dansantes sur les murs tendus de velours bordeaux. La comtesse avait exigé que je joue du piano pour ses invités, une punition déguisée en honneur. Elle savait que mes doigts tremblaient encore. Je m'installai sur le tabouret, le bois froid sous mes cuisses. Le Steinway luisait comme un cercueil verni. Autour de moi, une dizaine d'invités sirotaient du champagne en bavardant. Et puis, il entra. Le baron Léopold Kessler. Grand, maigre, un visage de fouine avec des yeux qui ne sciaient jamais. Il portait un habit noir impeccable et une épingle de cravate ornée d'un rubis. Ce rubis, je le reconnaîtrais entre 1000. Il appartenait à mon père. Mes doigts se figèrent au-dessus des touches. Le baron s'avança dans le salon, salua la comtesse, échangea quelques mots avec un vieil aristocrate bedonnant. Puis son regard glissa vers le piano, vers moi. Il ne dit rien, mais ses lèvres s'étirèrent en un sourire de serpent, un sourire qui disait « Je te vois, je sais qui tu es. »« Eh bien, Clara ?» lança la comtesse. « Nous attendons ?» Je posai mes doigts sur les touches. Chopin.
la ballade en sol mineur. Je connaissais ce morceau par cœur. Mais au troisième mouvement, mes mains trahirent ma panique. Une fausse note, aiguë, discordante. « Pitoyable !» soupira la comtesse, assez fort pour que tous l'entendent. « Au contraire !» intervint Maximilian depuis le fond du salon. « Cette interprétation a du caractère. Chopin lui-même détestait la perfection mécanique. Il préférait l'émotion brute. » La comtesse lui jeta un regard acéré. « Tu défends beaucoup cette fille ce soir. »« Je défends la musique, ma tante. » Nuance. Je terminai le morceau sans autre incident, mais en me levant pour céder ma place, je croisai de nouveau le regard du baron. Cette fois, il articula silencieusement 2 mots. « Demain, parlons. » La nuit avait englouti le manoir. Je longeais le couloir des domestiques, mes chaussons glissant sans bruit sur les dalles usées. L'odeur de cire froide et de poussière me collait à la gorge. Je devais trouver les archives. Quelque part dans cette maison, il y avait des documents, des preuves. Quelque chose qui laverait le nom de mon père. Des voix, étouffées, provenant du petit salon attenant à la chambre de la comtesse. Je m'arrêtai, retins mon souffle. « Elle cache quelque chose, » disait le baron Léopold. « J'en suis certain, cette fille n'est pas ce qu'elle prétend être. »« Une servante menteuse ?» répondit la comtesse avec un rire sec. « Quelle originalité !»« Pas une servante ordinaire. Regardez ses mains, son maintien, sa façon de jouer du piano. Cette créature a reçu une éducation aristocratique. » Un silence. « Et alors ? Beaucoup de filles de bonne famille tombent dans la misère. La révolution de 48 a ruiné des dizaines de familles. »« Justement, je crois savoir laquelle. » Mon cœur s'arrêta. « Ne me faites pas languir, Léopold. Pas ce soir, mais bientôt, quand j'aurai vérifié mes soupçons. » Je reculai. 1 pas, 2. Ma main chercha le mur pour ne pas trébucher, et je heurtai quelqu'un. Une poigne ferme me saisit le coude, m'empêchant de crier. Je me retournai. Maximilian von Stoltz. Son visage à quelques centimètres du mien, ses yeux de loup brillant dans la pénombre. « Vous aussi, vous écoutez aux portes ?» murmura-t-il. Je voulus répondre, me justifier, mais les mots moururent dans ma gorge. Il m'entraîna plus loin, dans une alcôve dissimulée par une tapisserie. L'odeur de son eau de Cologne se mêlait à celle du cuir de ses bottes. Une odeur de voyage, de liberté. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il à voix basse. « Clara Weiss, dame de compagnie de votre tante. » Mensonge. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Il sourit, un sourire sans joie, sans chaleur. « Je sais qui vous êtes, Clara von Erdmann, et je sais ce que vous cherchez. » Le monde vacilla. Personne ne connaissait ce nom. Personne ne devait jamais le connaître. « Vous vous trompez, soufflai-je. Votre père et moi correspondions avant sa mort. Il m'a parlé de vous, de vos yeux couleur d'ambre, de votre entêtement, de votre intelligence dangereuse. Mon père n'a jamais... Il m'a aussi parlé de lettres, des lettres qui prouveraient son innocence et la culpabilité d'un certain baron. Je fermai les yeux. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. « Que voulez-vous » demandai-je. Maximilian se pencha vers moi. Son souffle effleura mon oreille. « La même chose que vous, Clara. La vérité et la destruction de ceux qui ont détruit votre père. » Il recula, me laissa dans l'obscurité de l'alcôve, le cœur battant à tout rompre. Avant de disparaître dans les ténèbres du couloir, il ajouta: « Mais méfiez-vous de moi quand même. On raconte que j'ai tué un homme à Prague, et ce n'est pas une rumeur. » Le thé brûlant s'écoula sur ma main comme une langue de feu. Je ne bronchai pas un cri, pas une grimace.
La douleur irradiait de mes doigts jusqu'à mon épaule, mais je gardais les yeux fixés sur la femme qui venait de renverser sa tasse. Adélaïde von Brenner, cousine éloignée de la comtesse, arrivée ce matin même dans un tourbillon de soie rose et de parfums entêtants. Elle avait des boucles dorées parfaitement arrangées, des lèvres en boutons de rose et des yeux de vipère. « Oh, quelle maladresse de ma part !» susurra-t-elle avec un sourire navré. « Pardonnez-moi, Clara. C'est bien Clara, n'est-ce pas ? En effet, mademoiselle. Vous devriez faire soigner cette main. » La peau rougit déjà. La comtesse observait la scène depuis son fauteuil, une lueur amusée dans le regard. Maximilian, assis près de la fenêtre, ne leva pas les yeux de son journal. Mais je vis ses doigts se crisper sur le papier. « Je vous remercie pour cette démonstration de grâce, » dis-je en inclinant légèrement la tête. C'est toujours instructif d'observer les manières de la haute société viennoise. Un silence tomba sur la pièce. Adélaïde cligna des yeux. Avait-elle bien entendu ? La comtesse fronça les sourcils. « Vous pouvez disposer, Clara, » ordonna-t-elle sèchement. « Et nettoyer cette flaque. » Je m'agenouillai pour éponger le thé renversé. La brûlure pulsait sous ma peau. Mais au fond de moi, une petite flamme de satisfaction brillait. J'avais planté une épine. Légère, presque invisible. Mais Adélaïde la sentirait. En sortant, je croisai le regard de Maximilian. Une fraction de seconde. Ses yeux gris me dirent quelque chose que je ne sus pas déchiffrer. L'après-midi s'étirait en heure grise. L'orage grondait au loin, rapprochant ses roulements de tonnerre comme une armée en marche. J'avais profité de l'agitation générale pour me glisser dans la bibliothèque. La pièce sentait le vieux cuir et la poussière de siècles. Des rayonnages montaient jusqu'au plafond, chargés de volumes reliés d'or. Quelque part ici se trouvaient les archives familiales, les contrats, les correspondances, peut-être même les preuves que je cherchais depuis 5 ans. Mes doigts couraient sur les tranches des livres, registres de comptes, actes notariés, correspondances diplomatiques. Un éclair zébra le ciel. Les lampes à gaz vacillèrent, puis s'éteignirent. L'obscurité m'engloutit. Je restai immobile, le cœur battant. Le tonnerre explosa si proche que les vitres tremblèrent. La pluie se mit à marteler les carreaux comme 1000 doigts impatients. « Vous cherchez quelque chose de précis ou vous aimez simplement l'odeur du papier moisi ?» Je sursautai. La voix de Maximilian venait de ma droite, invisible dans les ténèbres. « Vous m'avez suivi, » l'accusai-je. « Les grands esprits se rencontrent. Je cherchais moi aussi des documents intéressants. » Un nouvel éclair illumina la pièce. Je le vis alors, appuyé contre une étagère, les bras croisés. Son visage se découpait en ombre et lumière, comme un portrait de Caravage. « Vous connaissiez vraiment mon père ?» demandai-je. « Heinrich von Erdmann, ancien conseiller du ministre des Finances, accusé de haute trahison en 1849, retrouvé pendu dans sa cellule avant son procès. Le verdict a été rendu post-mortem, coupable sur tous les chefs d'accusation. » Chaque mot me frappait comme un coup de fouet. « Il était innocent, dis-je. »« Je sais. » Le tonnerre roula de nouveau. Maximilien s'approcha. Dans la pénombre, je distinguais à peine ses traits, mais je sentais la chaleur de sa présence. « Votre père et moi échangions des lettres, » dit-il. Il enquêtait sur des détournements de fonds, des sommes colossales qui disparaissaient des caisses de l'État. Il était sur le point de découvrir le coupable quand on l'a arrêté. Qui l'a dénoncé ? Vous le savez déjà, Clara. Le baron Léopold, bien sûr. L'homme qui portait le rubis de mon père à sa cravate. Mais ce que vous ignorez peut-être,
continua Maximilian, c'est que ma tante était impliquée. Elle a racheté les terres de votre famille pour une bouchée de pain après la confiscation. Ce domaine où nous nous trouvons appartenait autrefois aux Erdmann. Je m'appuyai contre une étagère. Le bois gémit sous mon poids. Cette maison, ces murs, ces couloirs que j'arpentais comme une servante, ils auraient dû être les miens. Pourquoi me dire tout cela ? Demandai-je. Pourquoi m'aider ? Maximilian resta silencieux un long moment. La pluie tambourinait toujours contre les fenêtres, créant une mélodie funèbre. « Parce que je respectais votre père, finit-il par dire, et parce que ma tante m'a volé ma propre vie. Que voulez-vous dire ? Le respect n'efface pas les dettes, Clara. Et j'ai les miennes à régler avec cette famille. » Un éclair, plus violent que les autres, illumina son visage. Je vis ses mâchoires serrées, la cicatrice fine qui courait le long de sa tempe, la dureté de son regard. « Prague, murmurai-je, l'homme que vous avez tué. » C'était un comte polonais. Il battait sa femme jusqu'au sang. Un soir, elle s'est réfugiée chez moi. Il est venu la chercher avec un pistolet. Je n'ai pas eu le choix. Vous l'avez protégée ? Et ma tante m'a banni pour éviter le scandale. 5 ans d'exil. 5 ans à errer de ville en ville pendant qu'elle prenait le contrôle de mon héritage. Je comprenais maintenant. Nous étions semblables, lui et moi, des exilés dans notre propre monde, des victimes d'une femme qui collectionnait les vies brisées. « Alors nous sommes alliés, dis-je. »« Peut-être. » Il fit un pas vers moi. Son souffle effleura mon front. « Mais ne me faites pas confiance trop vite, Clara von Erdmann. J'ai appris à me servir des gens. C'est la seule façon de survivre dans ce monde. » Avant que je puisse répondre, des pas résonnèrent dans le couloir. Maximilian s'évapora dans l'obscurité comme un fantôme. Quand la porte s'ouvrit et qu'un domestique entra avec une lampe, j'étais seul. La comtesse me convoqua dans son antichambre à la tombée du soir. L'orage s'était éloigné, laissant derrière lui une odeur de terre mouillée et d'ozone. Les bougies projetaient des ombres dansantes sur les murs tendus de damas vert. Elle était assise dans son fauteuil préféré, celui en velours cramoisi qui ressemblait à un trône. Ses doigts osseux caressaient le pelage d'un petit chien endormi sur ses genoux. « Fermez la porte, Clara. » J'obéis. Mes mains tremblaient légèrement, mais je les cachais dans les plis de ma jupe. « Le baron Léopold m'a fait une requête, dit-elle. Il souhaite que vous lui soyez assigné comme compagnie personnelle pendant son séjour. » Mon sang se glaça. « Je ne comprends pas, madame. » « C'est pourtant simple. Vous le servirez, vous lui tiendrez compagnie, vous répondrez à ses besoins, quels qu'ils soient. » Le petit chien remua dans son sommeil. La comtesse le caressa distraitement, sans me quitter des yeux. « Le baron est un homme influent, continua-t-elle. Un ami précieux. Je ne voudrais pas le contrarier. Et si je refuse ? » « Vous refusez ?» Sa voix était douce, mortellement douce. « Refuser serait une insolence, Clara. Et vous savez comment je traite l'insolence. » Je baissai les yeux. Mon cœur cognait dans ma poitrine comme un oiseau affolé. Le baron Léopold, l'homme qui avait détruit mon père, l'homme qui savait qui j'étais vraiment. « Vous devriez être flatté, » ajouta la comtesse avec un sourire glacial. « Un homme de sa qualité qui s'intéresse à une petite chose comme vous. » Je sortis de l'antichambre les jambes tremblantes. Le couloir s'étendait devant moi, long et sombre comme un tunnel sans fin. Et il était là. Le baron Léopold, adossé au mur, m'attendait. Son visage de fouine luisait à la lueur des bougies. Le rubis de mon père brillait à sa cravate comme une goutte de sang. « Clara, dit-il en savourant mon prénom. Ou devrais-je dire autrement ? » « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur le baron. »
Il se rapprocha. L'odeur de son tabac me souleva le cœur. « Demain, vous et moi aurons une conversation sur certaines lettres. » Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces papiers que votre père vous a confiés avant de mourir. Je ne répondis pas. Ma gorge était nouée. « Apportez-les, murmura-t-il en se penchant vers mon oreille, ou j'apporte la vérité à la comtesse. Je lui dirai qui rampe à genoux dans son vestibule. Je lui dirai qui est vraiment Clara Weiss. » Il recula, satisfait de l'effet produit. « Demain, répéta-t-il, dans le pavillon de chasse, à midi. Ne soyez pas en retard. » Il s'éloigna dans le couloir, son pas résonnant sur les dalles de marbre. Je restais immobile, le dos contre le mur froid, incapable de bouger. Les lettres. Elles étaient cachées dans la doublure de ma malle. 5 feuillets jaunis qui contenaient tout. La preuve de l'innocence de mon père, la preuve de la trahison de Léopold. Demain, je devrais choisir, les lui donner et perdre toute chance de justice, ou les garder et perdre ma couverture. Dans les 2 cas, j'étais piégé. Le médaillon de ma mère avait disparu. Je fouillai ma malle pour la 3e fois, les mains tremblantes. Mes chemises, mes jupons, mes bas de laine, tout était là. Tout, sauf le seul objet qui me rattachait encore à mon passé. L'aube filtrait à travers les rideaux élimés de ma chambre de domestique. Une lumière pâle, maladive, qui accentuait la misère des murs fissurés. J'avais passé la nuit à veiller sur mes lettres, terrifié à l'idée que quelqu'un les découvre. Mais c'était le médaillon qu'on m'avait volé. Quelqu'un était entré ici. Quelqu'un avait touché mes affaires. Je savais qui. Je la trouvais dans le couloir du 1er étage, devant le grand miroir vénitien. Adélaïde ajustait ses boucles avec la satisfaction d'un chat repu. Sa robe de mousseline ivoire bruissait à chaque mouvement. « Mademoiselle Von Brenner, dis-je en m'approchant. Elle me jeta un regard par-dessus son épaule, un regard de propriétaire inspectant un meuble défraîchi. « Ah, Clara, votre main va mieux? Le thé était vraiment très chaud hier. Je viens vous parler du médaillon. » « Quel médaillon ?» Elle se retourna, un sourire innocent aux lèvres, mais ses yeux brillaient d'une lueur mauvaise. « Celui qui a disparu de ma chambre cette nuit, précisai-je. Un ovale en argent avec un portrait miniature. »« Vous m'accusez de vol? Une Von Brenner ?»« Je constate simplement une disparition. » Adélaïde s'approcha de moi. Son parfum d'iris m'enveloppa comme un nuage toxique. « Écoutez-moi bien, petite servante. Je sais ce que vous faites. Vos regards vers Maximiliane, vos manières qui ne correspondent pas à votre rang. Vous chassez au-dessus de votre condition. » « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Vraiment ?» Elle pencha la tête, faussement pensive. « Peut-être avez-vous vendu ce médaillon ?»« Les gens de votre condition font souvent ce genre de choses quand l'argent manque. » La rage bouillonna dans ma poitrine, mais je la contins. 5 ans à ravaler ma fierté m'avaient appris la maîtrise. « Ce médaillon appartenait à ma mère, » dis-je d'une voix glaciale. « Il n'a aucune valeur marchande, seulement sentimentale. Mais vous ne pouvez pas comprendre cela, n'est-ce pas ?» Adélaïde sia, une fissure dans son armure de porcelaine. « Vous devenez insolente. Je deviens honnête. Il y a une différence. » Je tournais les talons et m'éloignais. Mon cœur battait la chamade, mais je gardais la tête haute. Derrière moi, j'entendis Adélaïde murmurer quelque chose. Une menace, probablement. Une promesse de vengeance. Peu importait. Elle n'était pas mon ennemi principal. Juste un serpent parmi d'autres dans ce nid de vipères. L'orangerie du manoir Stolz était un palais de verre et de fer forgé. Les palmiers y poussaient en toute saison, entourés de jasmins et d'orchidées exotiques. L'air y était lourd, humide, chargé de parfums entêtants. Je m'y réfugiai après le déjeuner.
Le baron Léopold avait envoyé un domestique me rappeler notre rendez-vous de midi. J'avais prétexté une migraine, un sursis, quelques heures à peine avant que le piège ne se referme. Les larmes vinrent sans prévenir. Elles coulaient sur mes joues, silencieuses, brûlantes. 5 ans, 5 ans à me battre seul. Et maintenant j'étais acculé, sans le médaillon, sans espoir, sans personne vers qui me tourner. Les orchidées n'apprécient pas l'eau salée. Je sursautais. Maximilian se tenait entre 2 palmiers, une orchidée blanche à la main. Il l'examinait avec une attention feinte. « Vous me suivez encore ?» dis-je en essuyant mes joues. « Cette maison a des oreilles et des yeux partout. Vous feriez mieux de pleurer dans votre chambre. » Ma chambre a été fouillée cette nuit. Il leva les yeux. Son regard gris se posa sur moi avec une intensité nouvelle. « Adélaïde ? Qui d'autre ?» Il s'approcha. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur les dalles moussues. Quand il fut devant moi, il ouvrit sa main, le médaillon, l'ovale d'argent avec le portrait de ma mère. « Comment l'avez-vous récupéré ?» soufflai-je. « Adélaïde est prévisible. Elle cache toujours ses trophées sous son oreiller, une habitude d'enfant gâté qui n'a jamais grandi. » Je pris le médaillon. Le métal était froid contre ma paume. Les larmes revinrent, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement. « Pourquoi faites-vous cela ?» demandai-je. « Pourquoi m'aider ?» Maximilian ne répondit pas tout de suite. Il contemplait les orchidées, le visage fermé. « Prague, dit-il enfin. La femme que j'ai protégée. Elle s'appelait Helena. Elle avait vos yeux. Cette même flamme qui refuse de s'éteindre malgré tout. Qu'est-elle devenue ? Elle est morte. 6 mois après le duel. Une fièvre l'a emportée. Je n'ai pas pu la sauver 2 fois. Sa voix était plate. Morte. Mais je vis sa mâchoire se contracter. « Je suis désolé, murmurai-je. Ne le soyez pas, elle est en paix maintenant, loin des hommes cruels et des maisons empoisonnées. » Il se tourna vers moi. La lumière tamisée de l'orangerie sculptait son visage en ombre douce. « Vous me rappelez Helena, Clara. Cette obstination, cette fierté blessée, ce refus de courber l'échine. Et cela vous déplaît ? Au contraire, cela me terrifie. » Il fit un pas vers moi, puis un autre. L'air entre nous devint électrique, chargé de quelque chose d'inexprimable. « Le baron vous attend, dit-il. Que comptez-vous faire ? Je ne sais pas encore. Les lettres, les avez-vous toujours ? Oui. Alors vous avez encore une carte à jouer. Ces lettres l'accusent autant qu'elles innocentent votre père. S'il les obtient, il les détruira. Mais s'il les craint, vous pouvez négocier. Il me dénoncera à la comtesse. Pas s'il a peur de ce que vous pourriez révéler en représailles. Je réfléchis. La logique était implacable. Mais Léopold était un homme dangereux, un homme qui avait déjà détruit une vie pour sauver la sienne. Et si ça ne fonctionne pas ? Maximilian prit ma main. Ses doigts étaient chauds, fermes, étonnamment doux. Alors je serai là. Je levai les yeux vers lui. Son visage était si proche. Je pouvais compter les cils qui bordaient ses yeux gris, sentir son souffle sur mes lèvres. « Pourquoi ?» demandai-je dans un murmure. « Parce que certaines batailles ne peuvent pas être menées seules. » Et il m'embrassa. Ce fut un baiser interdit, désespéré, inévitable. Ses lèvres avaient un goût de café et de secret. Mes mains agrippèrent ses épaules comme si ma vie en dépendait. Le parfum du jasmin nous enveloppait, étouffant, enivrant. Quand nous nous séparâmes, j'étais tremblante. Lui aussi, je crois, même s'il le cachait mieux. « Clara, commença-t-il. » Un bruit,
Une porte qui claquait au loin. Nous nous figeâmes. Quelqu'un était là, quelqu'un avait vu. Maximilian balaya l'orangerie du regard. Les palmiers, les orchidées, les vitres embuées. Personne. Mais une porte battait encore dans le vent, celle qui donnait sur le jardin d'hiver. « Partez, me dit-il, maintenant, par l'autre sortie. »« Et vous ?» ?»« Je vais voir qui nous espionnait. » Je voulus protester, mais son regard me stoppa. Un regard de loup aux abois. Je m'enfuis par la porte de service. Le couloir était glacial après la moiteur de l'orangerie. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine mes propres pas. Le lendemain matin, je sus que nous avions été découverts. Léopold m'intercepta dans le hall. Son sourire de fouine s'était élargi en quelque chose de triomphant. « L'orangerie au crépuscule » murmura-t-il en se penchant vers moi. « Comme c'est romanesque. La comtesse sera fascinée d'apprendre que son neveu s'encanaille avec la domesticité. » Mon sang se figea. « Vous n'avez aucune preuve. » « J'ai mes yeux. Et ma parole vaut plus que la vôtre dans cette maison. À moi, bien sûr, que vous ne reconsidériez ma proposition concernant ces fameuses lettres. » Il ajusta le rubis à sa cravate. Le rubis de mon père. Le rubis volé sur un cadavre. « Demain, dit-il. Dernier délai. Après quoi, je parle à la comtesse. De tout. » Il s'éloigna. Je restais cloué sur place, les mains glacées, le cœur en miettes. Le piège s'était refermé. Sur moi, sur Maximilian, sur tout ce qui aurait pu ressembler à de l'espoir. Le bureau de Léopold sentait le cigare froid et l'ambition pourrie. Je me tenais devant lui, droite comme une lame. Mes lettres étaient restées cachées dans la doublure de ma malle. Je n'avais apporté que mon courage et ma rage. « Asseyez-vous, Clara. Je préfère rester debout. » Il haussa les épaules et s'enfonça dans son fauteuil de cuir. Derrière lui, une fenêtre donnait sur le parc enneigé. La lumière blanche accentuait les rides de son visage de fouine. « Vous n'avez pas apporté les lettres, constata-t-il. « Non. »« Imprudent, très imprudent. » Il se leva, contourna son bureau. Ses pas résonnaient sur le parquet ciré. Quand il fut devant moi, je sentis son haleine de tabac me frôler le visage. « Savez-vous ce que ces lettres représentent pour moi ?» demanda-t-il. « Un inconvénient mineur, une trace embarrassante d'une époque révolue. Mais pour vous, Clara, elles sont tout. La seule preuve de l'innocence de votre père. Elles prouvent aussi votre culpabilité, baron. » « Ma culpabilité ?» Il éclata d'un rire sec. « Qui croira une servante contre un baron? Qui écoutera les accusations d'une fille déshonorée contre un homme respecté ?» Je serrai les poings. Mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. « La comtesse, dis-je, elle pourrait vous croire, surtout si elle apprend que vous détournez son argent. » Le rire de Léopold s'étrangla. Ses yeux se rétrécirent. « Pardon ?» Maximilian m'a tout dit. Les comptes truqués, les investissements fictifs. Vous saignez la comtesse depuis des années et elle commence à s'en apercevoir. Un silence glacial tomba sur la pièce. Je vis la mâchoire de Léopold se contracter. Sa main se crispa sur le dossier d'une chaise. « Vous bluffez » siffla-t-il. Vraiment ? Les livres de comptes du domaine de Styrie, les factures des fournisseurs viennois, les reçus des banques zurichoises, Maximilian a tout rassemblé. Je mentais. Ou plutôt, j'extrapolais. Maximilian m'avait parlé de soupçons, pas de preuves. Mais le visage blême de Léopold me confirma que j'avais touché juste. « Si je tombe, » gronda-t-il, « vous tombez avec moi. » Peut-être, mais vous tomberez de plus haut, et l'enchute sera plus douloureuse. Nous nous affrontâmes du regard. Deux adversaires qui se jaugeaient, cherchant la faille. « Que voulez-vous »
finit-il par demander. Du temps. Gardez votre silence sur l'orangerie, gardez votre silence sur mon identité. En échange, je garde le mien sur vos malversations. Un match nul? C'est tout? Pour l'instant. Léopold me dévisagea longuement. Puis un sourire torve étira ses lèvres. Vous êtes plus forte que votre père, Clara. Lui, il a choisi la corde quand la pression est devenue trop forte. Vous mordez. La rage explosa dans ma poitrine, mais je la contins. Je verrouillai chaque muscle de mon visage. Mon père n'a pas choisi la corde, dis-je d'une voix mortellement calme. On l'y a poussé, et je sais exactement qui tenait l'autre bout. Je tournai les talons et sortis. La porte claqua derrière moi comme un coup de feu. Le salon de la comtesse bourdonnait de conversations feutrées. L'après-midi touchait à sa fin, et les invités se rassemblaient pour le thé. Je me tenais près du piano, invisible comme toujours, attendant les ordres. Adélaïde fit son entrée dans un froufrou de soie rose. Elle s'installa sur le divan à côté de Maximilian, trop près, beaucoup trop près. Ses doigts gantés effleurèrent son bras. « Mon cher cousin, roucoula-t-elle, vous semblez préoccupé ces derniers jours. Quelque chose vous tourmente ?»« Rien qui mérite votre attention, » répondit-il froidement. « Vraiment ?» Elle pencha la tête avec une moue faussement inquiète. « J'ai pourtant remarqué que vous passiez beaucoup de temps avec notre chère Clara. Une fascination étrange pour une simple domestique. » Le silence tomba sur le salon. Tous les regards convergèrent vers moi. La comtesse leva un sourcil. « Clara » répéta-t-elle. « Notre dame de compagnie ?»« Oh, je ne voulais pas insinuer quoi que ce soit, » s'empressa d'ajouter Adélaïde avec un sourire venimeux. « Mais vous savez comment sont les rumeurs dans les grandes maisons. » Je sentis le sol se dérober sous mes pieds. Maximilien se leva brusquement. « Les rumeurs sont le passe-temps des esprits vides, » lâcha-t-il. « Si vous cherchez à vous divertir, cousine, je vous suggère la lecture. Cela occuperait utilement votre temps et peut-être même élargirait votre horizon. » Adélaïde pâlit. Ses lèvres se pincèrent. « Comment osez-vous » ? « J'ose parce que je connais votre passé, Adélaïde. Vos fiançailles rompues avec le comte Esterhazy, vos dettes de jeu soldées par ma tante, votre réputation de chasseuse de dot qui fait rire tout Vienne. » Un hoquet collectif parcourut l'assemblée. Adélaïde se leva, les joues cramoisies. « Vous le regretterez, » siffla-t-elle avant de quitter le salon. La comtesse observait la scène, impassible. Mais je vis une lueur calculatrice dans ses yeux. Elle prenait note, elle analysait, elle préparait sa riposte. Maximilian croisa mon regard. Une fraction de seconde, un message silencieux. Puis il sortit à son tour, laissant derrière lui un salon bruissant de murmures. La nuit tombait sur le manoir quand je frappais à la porte de la chambre de Maximilian. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. Il ouvrit presque aussitôt. Ses cheveux étaient défaits, sa chemise entr'ouverte. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Clara, vous n'auriez pas dû venir. »« Il le fallait. Léopold sait pour l'orangerie. Il nous a vus. »« Je sais. Il est venu me voir ce matin, avant vous. » Je le dévisageais, stupéfaite. « Que vous a-t-il dit ?»« Qu'il pouvait me détruire. Détruire ma réputation, mon héritage, mon avenir. À moins que je ne vous livre à lui. » « Et vous avez refusé ?» Ce n'était pas une question. Je le lisais dans ses yeux. « Évidemment. » Il sourit faiblement. « Je ne marchande pas avec les serpents. » Il me fit entrer. La chambre était vaste, mais austère. Un lit à baldaquin, une armoire ancienne, un bureau couvert de papier. L'odeur de son eau de Cologne flottait dans l'air. « J'ai un plan, » dit-il en refermant la porte. « Des preuves que Léopold détourne l'argent de ma tante. Si je les lui montre, elle le chassera, et sans son protecteur, il ne pourra plus vous menacer. »
Mais votre tante comprendra que je ne suis pas ce que je prétends être. Probablement. Elle me jettera à la rue, ou pire. Je sais. Il s'approcha de moi. Ses mains se posèrent sur mes épaules. C'est pour cela que nous devons frapper les deux en même temps, Léopold et ma tante. Les lettres de votre père prouvent sa complicité dans la dénonciation. Si nous les combinons avec mes preuves de malversation, nous pouvons les détruire tous les deux. Et ensuite? Ensuite, nous serons libres. Je le regardais, cet homme que je connaissais à peine, cet homme qui risquait tout pour moi, cet homme dont le baiser me hantait chaque nuit. Pourquoi faites-vous cela, Maximilian? Vraiment. Il resta silencieux un long moment. Puis il prit mon visage entre ses mains. Parce que vous êtes la première personne en 5 ans qui me fait croire que la justice existe encore. Parce que, quand je vous regarde, je vois quelqu'un qui refuse de se soumettre, quelqu'un qui se bat même quand tout semble perdu. Et si nous échouons, alors nous échouerons ensemble. Un bruit dans le couloir nous fit sursauter. Des pas qui s'arrêtaient devant la porte. 3 coups brefs. La voix d'un domestique. « Monsieur von Stolz ? La comtesse vous demande. Immédiatement. » Maximilian me poussa vers le dressing. « Cachez-vous, ne bougez pas. » J'obéis. À travers la porte entrebâillée, je vis Maximilian nisser sa chemise et ouvrir. Le domestique se tenait dans le couloir, le visage fermé. « La comtesse vous attend dans son boudoir, monsieur. Elle dit que c'est urgent. Elle dit que c'est à propos de mademoiselle Weiss. » Mon sang se glaça. Maximilian hocha la tête et sortit. La porte se referma. Je restai dans l'obscurité du dressing, tremblante, le cœur au bord des lèvres. Le piège se refermait, et cette fois, je ne voyais aucune issue. Les murs du dressing sentaient le cèdre et les secrets enfouis. Je comptais les battements de mon cœur. 100, 200, 300. Maximilian ne revenait pas. Le silence du couloir pesait comme une menace. J'imaginais la comtesse, ses yeux de glace, ses questions venimeuses. Qu'avait-elle appris? Qui l'avait informée? 1 heure passa, peut-être 2. Je n'osais pas bouger. Le moindre craquement du parquet pouvait me trahir. Mes jambes s'engourdissaient, mais je restais immobile, statufié par la peur. Enfin, la porte de la chambre s'ouvrit. Je retins mon souffle. Les pas qui traversaient la pièce n'étaient pas ceux de Maximilian, trop légers, trop rapides. « Je sais que vous êtes là, Clara. Adélaïde. » Sa voix sucrée me glaça le sang. « Le domestique vous a vu entrer. Sortez, maintenant !» Je n'avais pas le choix. Je poussai la porte du dressing et émergeai dans la lumière des bougies. Adelaide se tenait au centre de la chambre, triomphante. Sa robe de soie verte brillait comme les écailles d'un serpent. « Quelle surprise !» ronronna-t-elle. « La petite servante dans la chambre du maître, comme c'est prévisible. » « Où est Maximilian ?»« Enfermé avec sa tante. Ils ont beaucoup de choses à se dire, paraît-il. Des choses vous concernant. » Elle s'approcha, ses talons claquant sur le parquet. « J'ai tout raconté à la comtesse, » continua-t-elle. « Vos manèges dans l'orangerie, vos visites nocturnes, votre petit jeu de séduction. Vous mentez. Je ne fais qu'embellir la vérité. » Elle haussa les épaules. La comtesse était déjà soupçonneuse. Il suffisait de quelques détails bien choisis pour allumer l'incendie. La rage monta en moi, brûlante, dévastatrice. Mais je la canalisais. Adélaïde voulait me voir perdre le contrôle. Elle voulait une scène qu'elle pourrait rapporter, déformer, utiliser contre moi. « Pourquoi faites-vous cela ?» demandai-je d'une voix que je m'efforçais de garder calme. « Que vous ai-je fait ?»« Ce que vous m'avez fait ?» Adélaïde éclata d'un rire amer. « Vous existez. Vous respirez le même air que Maximilian. Vous captez son attention alors que vous n'êtes rien, moins que rien. Vous êtes jalouse.
Je suis réaliste. Maximilian est mon billet pour la liberté. Son nom, sa fortune, sa protection. Et vous, petite traînée en guenille, vous menacez tout cela. » Elle me gifla. Le coup me prit par surprise. Ma joue explosa de douleur. Je vacillais, mais ne tombais pas. « Demain, siffla-t-elle, vous serez jeté à la rue ou livré à la police pour vol. » La comtesse hésite encore, mais je la convaincrai. Elle tourna les talons et sortit. La porte claqua comme un verdict. Je restai seul dans la chambre de Maximilian, la joue en feu, le cœur en cendres. L'aube me trouva dans ma propre chambre, assise sur le lit, les lettres de mon père étalées devant moi. 5 feuillets, jaunis par le temps. L'écriture élégante de papa. Ces mots me parvenaient d'outre-tombe, chargés de douleur et de vérité. Ma chère Clara, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus. Je t'écris dans le noir de ma cellule, avec pour seule lumière la lune qui filtre à travers les barreaux. On m'accuse de trahison. Tu sais que c'est faux. Tu le sais, n'est-ce pas? Je connaissais ces mots par cœur. Je les avais lus 1000 fois. Ils étaient gravés dans ma mémoire comme des cicatrices. Léopold von Kessler était mon ami. Du moins, je le croyais. C'est lui qui m'a introduit dans les cercles du pouvoir. Lui qui m'a poussé à enquêter sur les détournements. Et c'est lui qui m'a dénoncé quand je suis devenu trop proche de la vérité. Les preuves étaient là. Des noms, des dates, des montants, des comptes cachés dans des banques étrangères. Et surtout, une lettre de Léopold à la comtesse, évoquant leur arrangement mutuel concernant l'affaire Erdmann. Ne te venge pas, Clara. La vengeance est un poison qui consume celui qui le porte. Vis, sois heureuse, oublie-moi. Pardon, papa. Je ne pouvais pas oublier. Je ne pouvais pas pardonner. Un coup à la porte me fit sursauter. Je cachais les lettres sous mon matelas. Entrez. La porte s'ouvrit sur Maximilian. Son visage était blême, ses yeux cernés. Il portait encore les vêtements de la veille. « Vous n'êtes pas enfermé ?» constatai-je avec soulagement. « Ma tante préfère jouer au chat et à la souris. Elle savoure sa supériorité. » Il entra et referma la porte derrière lui. « Elle sait, Clara. Pas tout, pas encore. Mais elle sait qu'il y a quelque chose entre nous, quelque chose que vous cachez. Adélaïde et Léopold, ils ont uni leurs forces, un front commun contre nous. » Je me levai, mes jambes tremblaient, mais ma voix était ferme. « Alors nous devons frapper les premiers, ce soir, avant qu'ils n'aient le temps de consolider leur position. » Maximilian secoua la tête. « C'est trop tôt. Les preuves ne sont pas complètes. » Les preuves ne seront jamais complètes, et chaque heure qui passe leur donne l'avantage. Je sortis les lettres de sous le matelas, les posai sur le lit entre nous. Voici tout ce que mon père a rassemblé, les malversations de Léopold, sa complicité avec votre tante, la dénonciation qui a conduit à son arrestation. Maximilian prit les feuillets. Ses yeux parcoururent les lignes. Je vis son visage se durcir à mesure qu'il lisait. « C'est suffisant, dit-il enfin. Suffisant pour détruire Léopold. »« Et votre tante ?»« Son implication est suggérée, mais pas prouvée. Il faudrait plus. »« Alors cherchons plus. » Je lui pris la main. Ses doigts se refermèrent sur les miens. « Les archives du bureau de votre tante. Elle doit conserver des documents, des lettres, des contrats, quelque chose qui la lie directement à Léopold. »« Son bureau est toujours fermé à clé. »« Sauf pendant le bal masqué. Demain soir, tous les invités seront occupés. Les domestiques aussi. Ce sera notre seule chance. » Maximilian me dévisagea longuement. Je vis le doute dans ses yeux. Et autre chose, quelque chose de plus profond, de plus tendre. « Vous risquez tout. »« Clara, votre liberté, votre vie peut-être. Ma vie ne vaut rien si elle reste enchaînée au mensonge. Je veux la vérité, même si elle me détruit. » Il porta ma main à ses lèvres, un baiser léger sur mes doigts. «
Alors nous irons ensemble, demain soir, au bal masqué. La journée s'écoula dans une tension suffocante. Je croisai Adélaïde au déjeuner. Son sourire victorieux me donna envie de lui arracher des yeux. Je croisai Léopold dans le couloir. Son regard de fouine me suivit comme une menace silencieuse. Mais je ne baissai pas les yeux. Je ne tremblais pas. Je savais ce qui m'attendait. Et j'étais prête. Le soir, je trouvai un paquet devant ma porte, une robe de bal, noire comme la nuit, brodée d'argent, et un masque de porcelaine blanche, délicat, parfait. Un mot accompagnait le tout, l'écriture de Maximiliane. Pour demain, soyez belle, soyez brave, soyez vous-même. Je pressais le mot contre mon cœur. Les larmes brûlaient mes yeux, mais je ne les laissais pas couler. Demain, tout se jouerait. La vérité ou le mensonge. La justice ou la ruine. Je serrais le masque de porcelaine entre mes doigts. Demain, je cesserai d'être Clara Weiss. Demain, je redeviendrai Clara von Erdmann. Quoi qu'il en coûte. Les chandeliers du grand salon projetaient des ombres mouvantes sur les murs tendus de soie cramoisie. Je me tenais au sommet de l'escalier de marbre, le masque de porcelaine pressé contre mon visage. La robe noire brodée d'argent épousait ma silhouette comme une seconde peau. En bas, la foule des invités tourbillonnait au rythme d'une valse de Strauss. Des masques vénitiens, des plumes d'autruche, des diamants qui scintillaient sous la lumière des bougies. Pour la première fois depuis 5 ans, je n'étais pas une servante. Je descendis les marches lentement, une main sur la rampe. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende par-dessus la musique. Des regards se tournèrent vers moi. Des murmures s'élevèrent. Qui était cet inconnu en noir? Personne ne me reconnaissait. Personne ne voyait Clara Weiss derrière ce masque de mystère. Maximiliane m'attendait au pied de l'escalier. Son costume sombre rehaussait la pâleur de son visage. Un demi-masque noir dissimulait le haut de ses traits, mais je reconnus ses yeux gris immédiatement. Ses yeux qui me hantaient chaque nuit depuis l'orangerie. « Vous êtes magnifique », murmura-t-il en prenant ma main. « Je suis terrifié. » C'est la même chose ce soir. Il m'entraîna vers la piste de danse. La valse nous emporta dans son tourbillon. Je me laissai guider, m'abandonnant à la chaleur de ses bras, à la fermeté de sa main dans mon dos. Autour de nous, les autres danseurs n'étaient que des taches de couleurs floues. « Le bureau de ma tante est au 2e étage, » chuchota-t-il à mon oreille. « Elle est. 3e porte à gauche, après la bibliothèque. » La clé ? Sous le vase chinois dans le couloir. Elle la cache toujours là. Et si quelqu'un me surprend ? Vous êtes une invitée masquée qui s'est perdue, rien de plus. La musique s'arrêta. Nous nous séparâmes. Maximiliane porta ma main gantée à ses lèvres. Je vais distraire ma tante. Attendez le prochain quadrille. Tous les regards seront tournés vers la piste. Il disparut dans la foule. Je restai seul, le cœur battant, au milieu d'un océan de masques et de mensonges. Le couloir du 2e étage était plongé dans la pénombre. Seuls quelques appliques à gaz diffusaient une lumière jaunâtre qui faisait danser les ombres sur les murs. Mes pas étouffés par l'épaisse moquette ne faisaient aucun bruit. Je trouvais le vase chinois, un dragon bleu enlacé autour d'une pivoine rouge. La clé était là, froide contre mes doigts. Une clé de bronze ouvragée qui tenait le destin de plusieurs vies. La porte du bureau s'ouvrit sans résistance. L'obscurité m'engloutit. Je refermai derrière moi et attendis que mes yeux s'habituent. La pièce sentait le papier et la lavande. Un bureau massif trônait devant la fenêtre aux rideaux tirés. Des étagères couvraient les murs, chargées de livres et de boîtes d'archives.
Une cheminée éteinte occupait le mur du fond. Je m'approchai du bureau. Mes mains tremblaient légèrement quand j'ouvris le premier tiroir. Des factures, des invitations, des lettres mondaines sans intérêt. Le deuxième tiroir contenait des registres de comptes domestiques. Le troisième était verrouillé. Je sortis d'épingles à cheveux que j'avais préparées. 5 ans de survie m'avaient appris bien des choses qu'une jeune fille de bonne famille n'aurait jamais dû savoir. La serrure céda après quelques secondes de manipulation. À l'intérieur, une liasse de lettres attachée par un ruban rouge. Mon cœur s'arrêta. L'écriture était celle de Léopold. Des dizaines de lettres, échelonnées sur plusieurs années. Je les feuilletai rapidement, cherchant les dates cruciales. 1849, l'année de la mort de mon père. Chère Mathilde, l'affaire Erdmann progresse selon nos plans. Le ministre a reçu ma dénonciation. L'arrestation ne devrait plus tarder. Une fois notre ami éliminé, rien ne nous empêchera de racheter ces terres à vil prix. Les documents compromettants ont été détruits, sauf ceux qu'il a cachés pour sa fille. Il faudra les récupérer tôt ou tard. Mes mains tremblaient violemment. La preuve que je cherchais depuis 5 ans, noir sur blanc, l'implication de la comtesse dans la destruction de ma famille. Je continuais à lire. Bas, quote, bas, 7, bas, bas. Un sanglot m'échappa. Mon père n'avait pas choisi la corde. On l'avait assassiné, pendu dans sa cellule comme un criminel pour protéger les voleurs qu'il avait dénoncés. La porte s'ouvrit brutalement. La lumière d'une lampe m'aveugla. Je cachai les lettres dans mon corsage. Trop tard. Adélaïde se tenait sur le seuil, triomphante. « Je savais que vous viendriez ici, » siffla-t-elle. « Petite voleuse, petite menteuse, laissez-moi passer. » Pour que vous puissiez montrer ces lettres à tout le monde? Je ne crois pas, non. Elle entra dans la pièce, refermant la porte derrière elle. Sa robe de bal rose semblait presque grotesque dans cette confrontation. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez trouvé, » continua-t-elle. « Ces lettres ne sont pas seulement la preuve de la culpabilité de Léopold. Elles sont aussi sa protection. Tant qu'il les détient, la comtesse ne peut pas se débarrasser de lui. Comment savez-vous tout cela? Parce que je ne suis pas stupide. J'observe, j'écoute, et je sais que ces lettres valent une fortune pour celui qui les possède. » Elle s'approcha, les yeux brillants de convoitise. « Donnez-les-moi, Clara. En échange, je vous laisse partir. Vous pourrez disparaître, recommencer ailleurs, oubliez tout cela. Et vous, que ferez-vous de ces lettres? Je les vendrai au plus offrant. Léopold, la comtesse, peut-être même les deux. » Elle sourit. « L'argent n'a pas d'odeur, comme on dit. » Je reculai jusqu'au bureau. Mes doigts cherchèrent quelque chose, n'importe quoi, pour me défendre. « Vous êtes aussi pourri qu'eux, dis-je. »« Non, je suis juste plus honnête sur ma pourriture. Maintenant, les lettres. » Elle fit un pas vers moi. Je saisis le coupe-papier sur le bureau. « N'approchez pas !» Adélaïde éclata de rire. « Vous allez me poignarder avec cette petite chose? Allons, Clara, nous savons toutes les deux que vous n'en êtes pas capable. » Elle avait raison. Ma main tremblait. Le coupe-papier pesait une tonne entre mes doigts. Je n'avais jamais blessé personne de ma vie. La porte s'ouvrit une deuxième fois. Léopold se tenait sur le seuil, le visage déformé par la rage. Derrière lui, 2 domestiques attendaient ses ordres. « Eh bien, dit-il d'une voix glaciale, voilà notre petite espionne. Et vous, Adélaïde, je me doutais que vous jouiez votre propre jeu. » Il entra dans la pièce. Son regard tomba sur les lettres qui dépassaient de mon corsage. « Donnez-moi ces documents, ordonna-t-il, immédiatement. »
Je serrai le coupe-papier plus fort. Mon dos était contre le mur. Aucune issue. « Ces lettres prouvent que vous avez assassiné mon père, » dis-je. « Elles prouvent que vous et la comtesse avez conspiré pour détruire ma famille. » « Votre père était un imbécile qui a mis son nez où il n'aurait pas dû. » Léopold fit signe aux domestiques. « Saisissez-la !» Ils s'avancèrent. Je brandis le coupe-papier, sachant que c'était inutile. Et soudain, Maximilian apparut derrière Léopold. Son poing s'écrasa sur la nuque du baron. Léopold s'effondra comme une masse. Les domestiques se figèrent, hésitants. « Partez !» leur ordonna Maximilian. « Retournez au bal. » « Vous n'avez rien vu. » Ils obéirent. La peur du jeune maître l'emportait sur la loyauté envers le baron inconscient. Maximilian enjamba le corps de Léopold et me prit dans ses bras. « Vous les avez » demanda-t-il. « Je les ai. Alors partons, maintenant, avant que ma tante n'apprenne ce qui s'est passé. » Adélaïde nous barrait le chemin. « Vous ne sortirez pas d'ici » cracha-t-elle. « Je vais crier, tout le monde saura ce que vous avez fait. » Maximilian la regarda froidement. « Faites donc, et j'expliquerai à tout le monde comment vous avez tenté de voler des documents confidentiels pour les vendre. Votre réputation ne survivra pas au scandale. » Adélaïde pâlit. Elle hésita, puis elle s'écarta. Nous courûmes dans le couloir obscur, main dans la main, le cœur battant à l'unisson. La calèche filait à travers les rues sombres de Vienne comme un fantôme poursuivi par ses démons. Maximilian avait pris les rênes lui-même, fouettant les chevaux avec une urgence qui me terrifiait. Je m'agrippais à la banquette, les lettres de Léopold pressées contre ma poitrine. Le vent glacial de décembre s'engouffrait par les fenêtres mal fermées, mais je ne sentais pas le froid. L'adrénaline brûlait dans mes veines comme du feu liquide. Nous avions fui le manoir par l'entrée des domestiques. Derrière nous, les lumières du bal brillaient encore, inconscientes du drame qui venait de se jouer. Léopold gisait toujours inconscient dans le bureau. Combien de temps avant qu'on ne le découvre? Combien de temps avant que la comtesse ne lance ses hommes à notre poursuite? La calèche s'arrêta brusquement. Maximilian sauta du siège du cocher et ouvrit la portière. « Où sommes-nous » demandai-je. « Chez un ami, le seul en qui j'ai confiance. » L'immeuble devant nous était modeste. 4 étages de pierre grise dans un quartier populaire. Rien à voir avec les palais dorés de l'aristocratie. Maximilian frappa 3 coups brefs à une porte du rez-de-chaussée. Un homme ouvrit. La quarantaine, barbe poivre et sel, lunettes rondes perchées sur un nez aquilin. Il portait une robe de chambre élimée et tenait une bougie à la main. « Max, qu'est-ce que... »« Friedrich, nous avons besoin de ton aide. Maintenant. » L'homme nous dévisagea tour à tour. Puis, il s'écarta pour nous laisser entrer. L'appartement était encombré de livres et de papiers. Des étagères couvraient chaque mur, ployant sous le poids des volumes. Une odeur d'encre et de tabac froid flottait dans l'air. Friedrich nous conduisit dans un petit salon où un feu mourait dans la cheminée. « Asseyez-vous, » dit-il en ravivant les braises, « et expliquez-moi pourquoi vous avez l'air de 2 fugitifs. » Maximilian me présenta brièvement. Friedrich Brenner, ancien professeur de droit à l'université, radié pour ses sympathies révolutionnaires en 1948. Depuis, il survivait en donnant des cours particuliers et en écrivant des pamphlets sous pseudonyme. « Mon père le connaissait », ajouta Maximilian. « Avant sa mort, il partageait les mêmes idéaux. » Je sortis les lettres de mon corsage et les posai sur la table. Voici ce pourquoi nous fuyions. Friedrich chaussa ses lunettes et commença à lire. À mesure qu'il avançait dans les documents, son visage se durcissait. Quand il eut terminé, il leva vers moi un regard grave. « Vous êtes la fille d'Heinrich von Erdmann, dit-il. Ce n'était pas une question. Vous le connaissiez? Nous étions amis. Il m'avait parlé de vous, de votre courage, de votre détermination. Il regrettait de ne pas pouvoir vous protéger. Les larmes me montèrent aux yeux. Je les ravalai.
Ces lettres prouvent qu'il a été assassiné. Que Leopold von Kessler et la comtesse Mathilde von Stoltz ont conspiré pour le détruire. Elles prouvent plus que cela. Friedrich tapota les feuillets. Elles révèlent un réseau de corruption qui remonte jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement. Des ministres, des généraux, des banquiers. Votre père avait découvert une conspiration bien plus vaste qu'un simple détournement de fonds. Maximilien s'était levé. Il arpentait la pièce, nerveux. « Que pouvons-nous faire ? Ma tante a des relations partout. Si nous portons ces accusations devant les tribunaux, elle les étouffera. » Les tribunaux ne sont pas la seule option. Friedrich se leva à son tour et fouilla dans un tiroir. Il en sortit un journal froissé. « Connaissez-vous Die Presse, le journal libéral ? Leur rédacteur en chef est un homme intègre. Si nous lui fournissons ces preuves, il les publiera. Le scandale sera trop énorme pour être étouffé. » Je comprenais maintenant. La lumière du jour, l'opinion publique. La seule arme contre laquelle les puissants ne pouvaient rien. « Ils nous détruiront, dis-je. Ils traîneront mon nom dans la boue. Ils diront que je suis une menteuse, une voleuse, une femme de mauvaise vie. » Probablement. Friedrich me regarda avec compassion. « Mais la vérité sera publiée, et certains la croiront. C'est tout ce que nous pouvons espérer. » Maximilien s'agenouilla devant moi. Ses mains prirent les miennes. « Clara, je serai à vos côtés, quoi qu'il arrive. Ma famille, mon nom, ma fortune, je les sacrifierai tous s'il le faut. »« Vous ne pouvez pas faire cela, votre avenir... » »« Mon avenir ne vaut rien s'il est bâti sur le mensonge et le sang. » Il porta mes mains à ses lèvres. « Je vous aime, Clara. Je vous aime depuis le premier jour où je vous ai vue dans ce couloir glacé, et je préfère vivre en paria à vos côtés que prospérer seul dans ce monde pourri. » Les larmes coulaient maintenant, impossible à retenir. Je me penchai vers lui et l'embrassai. Un baiser salé, désespéré, rempli de tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Friedrich toussota discrètement. « Je déteste interrompre ce moment touchant, mais nous avons peu de temps. La comtesse aura lancé ses hommes à votre recherche. Il faut agir vite. » Il avait raison. Chaque minute qui passait réduisait nos chances. Nous passâmes les heures suivantes à préparer notre offensive. Friedrich rédigea un résumé des accusations, mettant en lumière les points les plus accablants. Je complétais avec les lettres de mon père, celles que j'avais gardées pendant 5 ans. Maximilien fournit ses propres observations sur les malversations financières de Léopold. À l'aube, nous avions constitué un dossier complet. 30 pages de preuves irréfutables. 30 pages qui allaient faire trembler l'Empire. Friedrich partit porter le document à Die Presse. Maximilien et moi restâmes dans l'appartement, épuisés, tendus, incapables de dormir. « Et maintenant ?» demandai-je. « Maintenant, nous attendons. » Les heures s'écoulèrent avec une lenteur insupportable. Je contemplais les flammes dans la cheminée, hypnotisé par leur danse. Maximilien était assis à côté de moi, silencieux, ma main dans la sienne. Le soleil était haut dans le ciel quand des coups violents ébranlèrent la porte. Nous sursautâmes. Maximilien me poussa vers l'arrière-cuisine. « Cachez-vous. S'ils me prennent, continuez sans moi. »« Non, je reste. Clara, j'ai passé 5 ans à fuir. C'est terminé. » La porte céda sous les coups. Des hommes en uniforme envahirent l'appartement. Des policiers. 4, 5, 6. Derrière eux, Léopold von Kessler apparut. Un bandage entourait sa tête, là où Maximilien l'avait frappé. Ses yeux brillaient d'une rage meurtrière. « Les voilà !» siffla-t-il. « Les 2 traîtres !» Les policiers nous saisirent. On me tordit les bras derrière le dos. Je criais de douleur, mais ne suppliais pas. Léopold s'approcha de moi. Sa main agrippa mon menton, me forçant à le regarder. « Vous pensiez pouvoir m'échapper? Petite idiote. Votre père a fait la même erreur.
Il a cru que la vérité le protégerait. Regardez où ça l'a mené. La vérité est déjà en route, dis-je. Vous arrivez trop tard. Le sourire de Léopold vacilla. Que voulez-vous dire? Les journaux, Die Presse. Dans quelques heures, tout Vienne saura ce que vous avez fait. Léopold me gifla si fort que ma vision se brouilla. Le goût du sang emplit ma bouche. « Menteuse !» hurla-t-il. « Vous n'avez pas eu le temps, personne ne vous croira. » Mais je vis la peur dans ses yeux, la peur d'un homme qui sent le sol se dérober sous ses pieds. On nous traîna hors de l'appartement. La lumière du jour m'aveugla. Une foule s'était rassemblée, attirée par le bruit, des visages curieux, hostiles, indifférents, et au milieu de cette foule, je vis Friedrich. Debout près d'un fiacre, un exemplaire de journal à la main, il croisa mon regard et hocha imperceptiblement la tête. C'était fait. La vérité était en marche. Les murs de la prison de Josefstadt suintaient l'humidité et le désespoir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis notre arrestation. 3 semaines dans une cellule de 6 pas sur 4, avec pour seule compagnie les rats et mes propres pensées. On m'avait séparé de Maximilien dès notre arrivée. Je ne savais pas où il était, s'il allait bien, s'il était seulement encore vivant. Mais je savais une chose. Die Presse avait publié notre dossier. Friedrich avait réussi. Les gardiens en parlaient entre eux, pensant que je ne les entendais pas. Le scandale avait éclaté comme une bombe au cœur de la société viennoise. Des noms prestigieux traînaient dans la boue, des fortunes remises en question, des alliances séculaires brisées en quelques lignes de journal. Léopold von Kessler avait été arrêté 3 jours après nous. La comtesse Mathilde von Stoltz s'était barricadée dans son manoir, refusant de recevoir quiconque. Adélaïde avait fui vers la Hongrie, dit-on, emportant ce qu'elle pouvait de bijoux et d'argent liquide. L'Empire tremblait. Et moi, je pourrissais dans ma cellule, attendant un procès qui n'arrivait jamais. Un matin de janvier, la porte de fer s'ouvrit avec un grincement sinistre. Je m'attendais au gardien habituel, celui qui m'apportait ma soupe claire et son pain rassis. Mais ce fut un homme en costume sombre qui entra. Un avocat, à en juger par sa mallette et son air suffisant. « Mademoiselle von Erdmann ?» Mon vrai nom. Personne ne m'avait appelé ainsi depuis 5 ans. « Qui êtes-vous » ? « Maître Wilhelm Hartmann. Je suis ici au nom du tribunal impérial. » Il posa sa mallette sur la paillasse qui me servait de lit. « Votre affaire a pris une tournure inattendue. » « Quelle tournure ?» « Les preuves que vous avez fournies ont déclenché une enquête officielle. Le ministre de la Justice lui-même s'est saisi du dossier. Léopold von Kessler a avoué sa participation dans la dénonciation de votre père et dans son assassinat. » Mon cœur s'arrêta. Puis repartit, battant si fort que j'en avais le vertige. Il a avoué? Sous la pression des preuves, et pour sauver sa propre tête, il a dénoncé tous ses complices, y compris la comtesse von Stoltz. Je m'assis lourdement sur la paillasse. Mes jambes ne me portaient plus. 5 ans de lutte, 5 ans de souffrance. Et maintenant, enfin, la vérité éclatait au grand jour. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Vous êtes libre, mademoiselle. Toutes les charges contre vous ont été abandonnées. Plus encore, le tribunal a reconnu l'innocence de votre père à titre posthume. Son honneur est restauré. Ses biens, confisqués lors de sa condamnation, vous seront restitués. Les larmes jaillirent sans que je puisse les retenir. Des larmes de soulagement, de joie, de chagrin mêlés. Papa était innocent. Le monde entier le savait maintenant. Sa mémoire était lavée de toute souillure. « Et Maximilien » demandai-je d'une voix brisée.
Maximilian von Stolz? Libéré ce matin, il vous attend dehors. Je suivis l'avocat à travers un dédale de couloirs sombres. Chaque pas me rapprochait de la lumière, chaque pas m'éloignait de l'enfer. Quand la porte principale s'ouvrit, le soleil d'hiver m'aveugla. Maximilian se tenait au bas des marches, plus mince qu'avant, le visage creusé par les privations, mais vivant, tellement vivant. Il ouvrit les bras et je m'y jetai comme une naufragée vers un rivage. « C'est fini », murmura-t-il contre mes cheveux. « C'est vraiment fini. » « Pas encore, pas tout à fait. » Je me dégageai doucement et pris son visage entre mes mains. Je dois voir la tombe de mon père. Je dois lui dire que justice a été rendue. Il hocha la tête. « Je vous accompagne. » Le cimetière central de Vienne dormait sous une fine couche de neige. Les tombes alignées ressemblaient à des soldats au garde-à-vous, silencieux et solennels. Maximilian me guidait à travers les allées, tenant ma main dans la sienne. La tombe de mon père était modeste, une simple croix de pierre dans un coin reculé du cimetière. Pas de fleurs, pas d'ornements, juste son nom gravé dans la pierre grise. Heinrich von Erdmann, 1805 à 1849, fidèle serviteur de la vérité. Je m'agenouillais dans la neige. Le froid mordait mes genoux à travers ma robe usée, mais je ne le sentais pas. « Papa » murmurai-je. C'est fait, ils savent tous maintenant. Tu n'étais pas un traître, tu étais un héros, un homme qui a sacrifié sa vie pour la justice. Le vent soufflait doucement, faisant danser les flocons autour de moi. J'imaginais que c'était lui, sa présence, son approbation silencieuse. Je ne t'oublierai jamais, et je vivrai de façon à honorer ta mémoire. Je te le promets. Maximilian s'agenouilla à côté de moi. Il prit ma main glacée dans les siennes. Votre père serait fier de vous, Clara. Vous avez accompli ce que peu d'hommes auraient osé tenter. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Vous l'auriez fait, d'une façon ou d'une autre. C'est ce que vous êtes, une femme qui ne renonce jamais. Nous restâmes longtemps ainsi, agenouillés dans la neige, unis dans le silence et le souvenir. Puis Maximilian se leva et m'aida à me relever. « Venez, il y a quelque chose que je dois vous dire. » Nous marchâmes jusqu'à un banc de pierre sous un vieux tilleul dénudé. Maximilian sortit une lettre de sa poche. « Ceci est arrivé ce matin, de mon notaire. »« Qu'est-ce que c'est ?» ?»« Ma tante a été arrêtée hier soir. Ses biens sont saisis. Le manoir, les terres, tout. » Il marqua une pause. « Mais mon héritage paternel reste intact. Mon père avait pris soin de le protéger séparément avant sa mort. Je suis maintenant un homme de moyens modestes, mais honorable. Cela ne change rien pour moi. Je sais. C'est pour cela que je vous pose cette question maintenant, quand je n'ai plus rien à vous offrir que mon nom et mon cœur. » Il mit un genou en terre. Mon cœur s'arrêta de battre. « Clara von Erdmann, voulez-vous me faire l'honneur de devenir ma femme ?» Le monde s'immobilisa. La neige suspendue dans l'air, le vent retenant son souffle, les oiseaux figés sur leurs branches. Je regardais cet homme qui avait tout risqué pour moi, qui avait sacrifié sa famille, sa position, sa sécurité, qui m'avait aimé quand j'étais une servante sans nom et qui m'aimait encore maintenant que j'avais retrouvé le mien. « Oui, dis-je. Oui, je le veux. » Il se releva et m'embrassa. Un baiser qui avait le goût de la neige et des promesses. Un baiser qui scellait non pas une fin, mais un commencement. Nous nous mariâmes au printemps suivant, dans une petite église de campagne près de ce qui avait été autrefois le domaine de mon père. Les terres nous avaient été restituées, et nous avions choisi de vivre simplement, dans la maison du gardien plutôt que dans le manoir abandonné. Friedrich Brenner fut notre témoin.
Il pleurait comme un enfant pendant toute la cérémonie. Léopold von Kessler fut condamné à 20 ans de travaux forcés. La comtesse Mathilde mourut en prison 6 mois plus tard, rongée par l'amertume et la maladie. Adélaïde ne revint jamais en Autriche. On dit qu'elle épousa un petit noble hongrois et mena une existence obscure dans un château délabré. Moi, je regardais par la fenêtre de notre modeste maison, une tasse de thé entre les mains, et je pensais à tout ce chemin parcouru. De fille déshonorée à servante, de servante à fugitive, de fugitive à femme libre. Papa avait écrit dans ses dernières lettres de ne pas me venger, de vivre, d'être heureuse, d'oublier. Je n'avais pas obéi. Je m'étais vengé. J'avais fait éclater la vérité au grand jour. Mais maintenant, enfin, je pouvais vivre. Je pouvais être heureuse. Et je n'oublierai jamais, car oublier, c'est trahir. Et moi, Clara von Erdmann, je n'avais jamais été une traîtresse. Le soleil se couchait sur les collines de Styrie. Maximilien vint s'asseoir à côté de moi, sa main cherchant la mienne. « À quoi pensez-vous ? » ? « À tout, à rien, à nous. » Il sourit, ce sourire qui m'avait fait chavirer dans l'orangerie glacée du manoir une éternité plus tôt. « Nous avons toute la vie devant nous, dit-il. Oui, et cette fois, elle nous appartient.